Madame, Monsieur, voici le point sur l'actualité de ce vendredi, à commencer par les titres. Avec la rigueur, le courage et la passion, on peut briser les chaînes de la pauvreté. Comment les aligner? C'est ce que révèle l'ouvrage d'André Carvalho. L'ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire a dédicacé ce vendredi à Abidjan son œuvre. C'était sous le regard du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Le club français de l'Olympique de Marseille célèbre son partenariat avec notre pays à travers Sublime Côte d'Ivoire à l'occasion de la 31e journée de Ligue 1 française opposant le club phocéen à Brest. Les joueurs ont arboré un maillot spécial avec le nom des villes de Côte d'Ivoire dans le dos. Un seul objectif, faire la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Et puis au classement mondial de la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières, on enregistre un recul généralisé des conditions de travail des journalistes. La moitié des 180 pays du classement sont dans le rouge, donc en situation difficile, voire très grave. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. C'est un livre qui rend témoignage de son parcours de vie, ses échecs, mais aussi ses succès. L'ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire, André Carvalho, a dédicacé ce vendredi à Abidjan son ouvrage intitulé « Briser les chaînes de la pauvreté ». Un événement marqué par la présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. On voit ça avec Jean-Louis Bambou. Une salle pleine, des regards attentifs et une atmosphère de recueillement et d'inspiration. Ce vendredi, dans les locaux du PNUD au plateau, l'émotion était palpable lors de la dédicace de Briser les chaînes de la pauvreté, autobiographie d'André Carvalho. Ancien directeur pays du PNUD en Côte d'Ivoire de 2007 à 2012, André Carvalho livre dans cet ouvrage de 300 pages un récit sincère et porteur d'espoir. Né à Ziguinchor au Sénégal, il retrace un parcours de plus de 30 ans au sein du Programme des Nations Unies pour le développement. Dans ce livre, je relate sans voile mon combat contre la précarité matérielle et pour l'inclusion des plus démunis. Refuser la pauvreté a donné un sens profond à ma vie et a orienté mon parcours scolaire et mes choix de carrière à chaque étape décisive. Briser les chaînes de la pauvreté est structuré en 4 parties et 10 chapitres. L'auteur y évoque son enfance, les défis rencontrés sur le terrain, mais aussi les convictions qui l'ont porté, l'équité, la justice sociale et la responsabilité individuelle dans le combat contre la pauvreté. En Côte d'Ivoire, M. Carvalho a accompagné avec succès les efforts de reconstruction post-crise et de relance du développement. Votre ouvrage est un legs précieux. Vous nous rappelez que l'engagement du service des autres est un chemin exigeant, mais profondément transformateur. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a salué la portée de l'œuvre, mais surtout les qualités humaines de son auteur. André est pour moi un ami, un exemple, une référence et le prototype des fonctionnaires des Nations Unies. Rigoureux, humble, attentif pour comprendre la souffrance des autres et décider à propulser les autres à avancer. Briser les chaînes de la pauvreté n'est pas seulement un livre, c'est un manifeste pour l'engagement, un plaidoyer pour l'action et une invitation à croire que chaque parcours peut devenir un levier de changement. Et oui, le changement dans la bonne direction, c'est ce que veulent les parlementaires des pays du Sud. Ils viennent d'achever le 3e forum de dialogue parlementaire Sud-Sud au Maroc en mettant l'accent sur la coopération pour relever tous les défis. Kader Sogonogo. Cérémonie de clôture du 3e forum de dialogue parlementaire Sud-Sud. Tout commence par l'axe 2 de ce forum, les technologies modernes et l'intelligence artificielle IA au service de l'évolution et du développement industriel dans le Sud. La Côte d'Ivoire s'y emploie. Dans le contexte de l'insuffisance des denrées agricoles et de préservation de la nature, la mécanisation de l'agriculture et la transformation locale de nos matières premières
s'offre comme un nouveau débouché pour nos pays. Ainsi, dans la mise en œuvre de cette stratégie, la Côte d'Ivoire a accru sa productivité et ses taux de transformation du cacao et de la noix de cajou, deux spéculations agricoles dont elle est le premier producteur au monde. Nous devons également veiller à ce que l'intelligence artificielle soit mise au service des besoins de nos sociétés par la création d'emplois décents, l'accès à la santé, l'éducation, la productivité agricole et la gouvernance inclusive. Résolution forte des travaux de Rabat. L'intensification de la coopération entre les États membres de l'association des Sénats, Choura et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe, ACK. Au titre des autres grandes résolutions, la création de la conférence des présidents de l'ACK, le renforcement des activités du réseau des femmes parlementaires du Sud et la création du réseau des secrétaires généraux à l'instar des autres grandes organisations interparlementaires à travers le monde. On porte également la réflexion à la grande chancellerie, cette fois pour harmoniser les mécanismes de distinction des ordres ministériels et spécifiques. En présence du grand chancelier Ali Koulibaly, les grades de chevalier, d'officier et de commandeur de l'ordre du mérite sont passés au peigne fin. Nadège Kassi, Didier Nguessan. Harmoniser les protocoles de distinction et le processus administratif qui en découle à la grande chancellerie. Voici l'objectif de cette rencontre entre administrateurs des ordres ministériels et des médailles spécifiques. Ils partagent leurs expériences et consolident les meilleures pratiques dans l'exécution de leurs tâches. Cette formation nous sera favorable étant donné les modules qui sont annoncés, la gestion des ordres, le premier module. Le deuxième module, c'est la cogestion des ordres sectoriels. Et puis ensuite, on va terminer par un cas pratique de distinction honorifique. Le grand chancelier a souligné l'importance d'uniformiser toutes les pratiques dans les distinctions de chevaliers, d'officiers et de commandeurs de l'ordre du mérite. Les différents choix qui sont faits à tous les niveaux répondent à des critères bien précis et que ça respecte les règles de l'art pour éviter une braderie généralisée. L'ordre du mérite ivoirien est un ordre honorifique en reconnaissance de services distingués. En 2023, 279 fonctionnaires, dont 2 présidents d'institutions, ont été distingués par la grande chancellerie. Et distinction pour les femmes qui s'illustrent dans le domaine des eaux et forêts. C'est lors de la 2e édition des masterclass de la cellule genre du ministère des eaux et forêts. L'idée est de promouvoir le leadership comme outil d'accomplissement professionnel, mais surtout vulgariser auprès du public féminin les métiers liés aux eaux et forêts. Franck Quadio, Diamasso nous en parle. Masterclass de la cellule genre des eaux et forêts. La 2e édition s'intéresse à l'évolution socio-professionnelle de la femme, les défis, les opportunités et l'impact du leadership afin de briser le plafond de verre. On veut nommer les femmes à des postes de responsabilité, mais il faut s'assurer que ces femmes sont capables de pouvoir gérer ces postes-là sans difficulté, de pouvoir faire montre de leur leadership. Donc cette activité que nous faisons a pour objectif de permettre aux dames de pouvoir avoir toutes les capacités et toutes les compétences pour pouvoir gérer ces postes-là. Des femmes compétentes car bien formées. Ces masterclass vont aborder les questions de leadership. Elles sont plusieurs honorées ce jour, dont le conservateur général Zouzou Maï, directeur de cabinet, la première femme commando gendarme, le capitaine Aka Laurence, des femmes distinguées par le ministre Laurent Tchaba. Le secteur autrefois considéré comme masculin s'ouvre progressivement et l'entrepreneuriat féminin connaît un essor remarquable. Mais briser les plafonds de verre n'est pas une tâche aisée. Elle requiert votre engagement collectif, des actions concrètes et une volonté inébranlable de remettre en question le système établi. Cela passe par l'éducation, la mise en place de politiques inclusives au sein des entreprises,
Et pour sa part, le ministre des Eaux et Forêts, depuis sa nomination en 2022, a fait le pari de la promotion de la femme. Elle constitue aujourd'hui 20% de l'effectif affecté au poste de responsabilité au sein des Eaux et Forêts de Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, justement, continue de s'ouvrir au monde à travers le concept Sublime Côte d'Ivoire pour la promotion des atouts touristiques. Ce dimanche, l'Olympique de Marseille a mis à l'honneur son partenariat avec notre pays. C'était à l'occasion de la rencontre de Ligue 1 française opposant le club phocéen au stade brestois. Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a donné le coup d'envoi du match, un match remporté par les Marseillais qui ont arboré des maillots floqués au nom des villes de Côte d'Ivoire. Regardons. À l'heure du soleil couchant, dans cette ville française aux multiples symboles et où le sport ne s'arrête jamais, se tient un événement sportif d'une ampleur capitale. L'Olympique de Marseille face à son destin européen. Et c'est là que se joue un tout autre match, celui de la promotion de la destination Côte d'Ivoire. Ouais, c'est surtout la musique qui est bonne en Côte d'Ivoire, j'adore la musique. Je connais la Côte d'Ivoire comme pays africain, mais après je n'y suis jamais allé. C'est un pays effectivement qui me plairait de visiter, je suis sûr magnifique. Pour ce match opposant Marseille à Brest, comptant pour la 31e journée, le ministre du Tourisme et des Loisirs, à la tête d'une délégation, s'est rendu au stade Vélodrome où le club célèbre son partenariat avec notre pays à travers Sublime Côte d'Ivoire. Au prime abord, j'ai commencé à dire que ce partenariat est en pleine discussion et que nous sommes pratiquement à la fin de ces discussions pour proroger le contrat pour 3 ans. C'est parce que nous avons d'abord jugé que c'est un partenariat gagnant-gagnant et que la Côte d'Ivoire tire profit de ce partenariat et que nous avons des dividendes qui, de mon point de vue, sont de nature à nous satisfaire et à permettre à ce que nous envisageons l'avenir dans une vision plus prospective et stratégique. On est vraiment rentré dans des discussions beaucoup plus en détail avec des projections qui sont bénéfiques aussi bien pour la Côte d'Ivoire que pour nous, Olympique de Marseille. Et l'idée, c'est vraiment d'aller toucher, d'aller parler à ces gens qui sont en Afrique, et notamment la Côte d'Ivoire, ce peuple ivoirien, pour leur expliquer ce qu'est l'OM et ce qu'est l'OM du jour, non pas uniquement les choses qu'ils peuvent voir à la télé ou dans les journaux, mais l'idée c'est cette proximité. On est allé déjà 2, 3, 4 fois en Côte d'Ivoire avec des différentes délégations, et l'avantage pour nous c'est de découvrir aussi ces territoires et apporter notre pierre à l'édifice sur un développement dans ce pays. Le partenariat noué entre l'Olympique de Marseille et Sublime Côte d'Ivoire ne s'arrête pas qu'au plan sportif. Nous avons tout l'aspect social qui va consister justement à ce que la fondation de l'OM ait des interactions avec d'autres fondations en Côte d'Ivoire, notamment la fondation Children for Africa, pour apporter un peu, pas son expertise, mais créer des liens de coopération sociale entre ces deux entités que sont Children for Africa et la fondation. Et puis pourquoi pas justement en matière de formation avec l'académie de l'OM, lier des relations de partenariat avec des académies et des centres de formation ivoiriens. Sur le terrain, ce dimanche, c'est le ministre du Tourisme et des Loisirs qui a donné le coup d'envoi de cette rencontre. Un autre fait marquant, les joueurs ont arboré des maillots uniques, floqués au nom des villes de Côte d'Ivoire. Agnès Bilécro a porté beaucoup de bonheur à Amine Gouiri, auteur d'un triplé. L'Olympique de Marseille a une histoire avec la Côte d'Ivoire. Depuis sa création, 15 joueurs ivoiriens ont fait le bonheur du club. Les plus célèbres sont sans doute Didier Drogba et Basile Boli. Ce dernier qui a offert au club phocéen son tout premier trophée, aux grandes oreilles. Et autre volet de l'actualité, la traçabilité de l'or devient le cheval de bataille du gouvernement ivoirien. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a annoncé ce mercredi à Abidjan la construction prochaine d'une usine d'affinage d'or en Côte d'Ivoire. Les enjeux avec l'ancien Bakayoko. Il y a urgence à maîtriser la traçabilité de l'activité aurifère et à agir sur les circuits commerciaux. Quand on compare ce que nous avons ici et ce qui se passe dans les pays voisins, tout près de nous, on sait très bien qu'il y a une bonne part de l'or extrait à partir des procédés artisanaux et semi-industriels qui échappent complètement. Au plus tard en décembre prochain, le gouvernement ivoirien va lancer la création d'une usine d'affinage d'or. Nous nous sentons désormais investis de la mission de faire
de la déclaration, la bonne déclaration, la traçabilité aurifère, notre cheval de bataille. Nous continuerons toujours d'œuvrer aux côtés de M. le ministre pour permettre à ce que le secteur des petites mines en Côte d'Ivoire puisse connaître son essor et pour permettre à ce que l'or brille pour l'ensemble des populations ivoiriennes. La mise en place de cette usine d'affinage s'inscrit dans une dynamique plus large de formalisation et de structuration de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle qui fait aujourd'hui face à de nombreux défis. Des défis qui ont pour nom forte informalité et tensions sociales récurrentes dans les zones d'exploitation. L'ambition de cette unité d'affinage, c'est d'aller à la certification. Or, pour aller à la certification, il faut montrer patte blanche. C'est un projet à fort potentiel économique qui permettra de renforcer le comptoir national de l'or et de capter davantage de ressources. Je vous propose de faire maintenant une halte dans le Bafing. Le président du conseil régional, Mamadou Sanogo, a effectué une tournée dans plusieurs localités de la région. Au cours de cette tournée, plusieurs infrastructures sont livrées au profit des populations. Voici les détails de Godefroy Okamawa. Première escale de cette tournée de livraison d'infrastructures de base dans la région du Bafing, le village de Massasso. Une pompe à motricité humaine est mise en service. Non loin de là, le village de Waibasso qui bénéficie également de cette même infrastructure. Désormais, ces deux localités ont accès à l'eau potable. En matière d'électricité, c'est le village de Gouela qui est désormais connecté au réseau électrique national. À ce jour, plus de 90% des villages de la région sont électrifiés. L'accès à l'électricité est une avancée majeure pour notre communauté. Il marque un tournant décisif dans l'amélioration de notre quotidien. Il ouvre la voie à de nouvelles opportunités économiques, facilite l'accès à l'éducation et améliore les conditions de vie de chacun. Notre remerciement va à l'endroit du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À ces actions s'ajoute l'amélioration des conditions du système sanitaire et éducatif à travers la construction de plusieurs collèges de proximité et de centres de santé à Soula, Gouela, Tenemassa et Ferrantella. Le président du conseil régional appelle les populations à l'union pour le développement de la région. Tout ce que nous connaissons aujourd'hui au plan national en termes de développement n'est que du fait d'une seule personne, le président Alassane Ouattara. Bientôt, nous allons voir la route Séguéla-Touba et Touba-Waninou pour ressortir par Sawela, totalement bitumé, Inch'Allah. Cela est du fait du président Alassane Ouattara. Chers parents du Bafing, soyons reconnaissants. La livraison de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la deuxième session de l'année 2025 du Conseil régional du Bafing. Au cours de cette rencontre, le programme triennal de développement 2025-2028 est adopté. Poussons à présent les portes de la politique. À Koumassi, des centaines de femmes venues de tous les quartiers ont exprimé leur gratitude au président Alassane Ouattara pour ses actions en leur faveur. Elles ont surtout profité de cette mobilisation pour l'inviter à briller un nouveau mandat à la tête du pays. C'est ce que nous apprend Noussangari. Elles sont venues de tous les quartiers et sous-quartiers de Koumassi. Mobilisées en nombre, ces femmes ont tenu à exprimer leur reconnaissance au président Alassane Ouattara pour ses actions en faveur de leur épanouissement. J'ai bénéficié 2 fois du projet du crédit FAFSI qui m'a beaucoup aidé. Aujourd'hui, je suis propriétaire d'un terrain que je suis en train de construire. Donc vraiment, je suis très contente. Avec Ado, je vais aller encore plus loin. Il y a eu trop de changements à Koumassi et tout le monde le sait. Avant, nous étions ici, on nous appelait Koumassi Poto-Poto. Mais aujourd'hui, grâce au président, il y a eu beaucoup de changements. Nous avons bénéficié des routes, des infrastructures, des écoles pour nos enfants qui rassurent l'éducation. Il y a aussi des hôpitaux. Il y a encore des fonds qui ont été mis à notre disposition pour l'autonomisation de la femme. Mais au-delà des remerciements, elles ont saisi l'occasion pour formuler un vœu. Voir Alassane Ouattara briguer un nouveau mandat à la tête du pays. Pour porter ce message,
Elles ont fait appel à Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Ce message qu'elles m'ont passé est un message que je porte et que je prends avec vigueur parce que c'est ma mission. Je suis missionnaire du président auprès des femmes et je transmettrai ce message du souhait des femmes de Koumassi d'une continuité dans ce que nous avons vécu depuis 14 ans que nous vivons aujourd'hui, d'une continuité dans leur protection, d'une continuité dans le fait qu'elles se sentent aujourd'hui mieux armées pour affronter les contingences quotidiennes, pour l'épanouissement de leur famille et de leur communauté. À Koumassi, ces voix féminines ne veulent pas seulement être entendues, elles entendent peser dans la balance politique de 2025. On voit maintenant la rentrée politique du mouvement citoyen engagé pour la République, EPR, un événement qui a réuni militants, cadres, politiques et sympathisants autour du thème « La Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, le deuxième miracle ivoirien ». L'EPR a profité de l'occasion pour lancer officiellement ses activités pour l'année 2025. Brouillapo, Alexis Boudraogo. C'est la rentrée politique du mouvement citoyen engagé pour la République. Le mouvement met en avant les acquis du régime pour justifier son engagement. Pour ses membres, les réalisations du président Alassane Ouattara ont fait entrer la Côte d'Ivoire dans une nouvelle ère de développement. Thème choisi, la Côte d'Ivoire sous Alassane Ouattara, deuxième miracle ivoirien. Notre travail va se faire essentiellement autour de la promotion de la paix. Comme je l'ai dit, nous souhaitons que ces élections se déroulent dans un cadre apaisé. Et nous avons déjà l'assurance que notre candidat va remporter les élections parce qu'il n'y a pas de débat. Mais nous aurons intérêt à célébrer cette victoire-là dans la Grèce, dans la paix. Invité d'honneur, le ministre délégué au sport a salué l'engagement du mouvement tout en soulignant les avancées dans son domaine de compétences. Tous les oufouettistes de tous bords devraient pouvoir comprendre que l'heure du rassemblement a sonné. Lorsque la Côte d'Ivoire faisait face à des difficultés, il a été appelé au chevet de la Côte d'Ivoire. Comme un messie, il a aidé le président Fouboigny à relever la tête. L'EPR, existant depuis 2020, entend jouer sa partition pour les grandes échéances à venir. Parlons culture à présent, direction le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, dans le département de Madinani, à Dabadougou, un village discret mais chargé d'histoire. Le village abrite une mosquée de style soudanais, entre architecture traditionnelle, transmission orale, musée artisanal. Chaque élément du quotidien est un héritage vivant dans cette localité. Dabadougou, au cœur d'un village, gardien des traditions, un sujet signé Nosangari. Dabadougou, un village reculé dans le département de Madinani, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. À première vue, rien ne le distingue des autres. Et pourtant, au centre du village, une silhouette majestueuse émerge. Une mosquée construite en terre crue, selon les codes de l'architecture soudanaise. Une œuvre façonnée à la main, entre banco, argile macérée et termitières pilées. Ces termitières sont déposées, on va les malaxer, on va les pétrir. Voilà, durant 3 semaines. Et à la fin, on va mélanger l'argile obtenue avec cette plante, appelée en langue locale le sinon. Et on va couvrir l'argile avec une bâche noire durant 2 semaines. Et au terme de ce pétrissage, l'argile sera stockée et destinée à la construction de la mosquée. Ici, le bâti d'apparence simple impressionne par ses détails. Une architecture pensée pour durer, mais aussi pour transmettre une symbolique. Pour entrer dans ce lieu sacré, il faut se courber. Les 2 portes volontairement basses imposent le respect et rappellent l'humilité devant Dieu. Cette entrée est symbolique parce que quelle que soit ta taille, quelle que soit ta forme, en entrant dans cette mosquée, il faut s'incliner. Voilà, ce signe d'inclination, c'est un signe de soumission à Dieu, Dieu le tout suprême. Dans la cour, un préau a été aménagé. En ce lieu, on trouve des photos rares des grandes figures de l'islam en Afrique subsaharienne. Ici, nous voyons par exemple la photo du cheikh El Hadj Fanta Madi, voilà, shérif de Kankan. Un shérif, c'est un descendant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ses enseignements continuent encore en Guinée. Il a encore ses disciples en Guinée. Ici, au niveau de cette photo, il y a le cheikh Amadou Bamba qui est vraiment connu, voilà, au Sénégal. Voilà. À un autre niveau, en Côte d'Ivoire, nous avons
le cheikh Kenedja, qui est le maître du cheikh Laïdaba. C'est une référence en Côte d'Ivoire, il est toujours là, il est présent. Juste en face, un autre bâtiment intrigue, même architecture. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas que des prières qu'on attend, mais des histoires qu'on découvre. C'est un musée vivant, une mémoire conservée avec soin. Ce travail de mémoire, on le doit au cheikh Laïdaba. Ce guide religieux respecté dans toute la région a fait de la préservation du patrimoine son combat quotidien. Nous disposons de toutes sortes d'armes anciennes utilisées autrefois par nos ancêtres. Divers types de sabres, des lances ainsi que des armes de grande valeur servant à la protection. Nos ancêtres étant commerçants emportaient ces armes lorsqu'ils se déplaçaient pour leurs échanges commerciaux. Sur la route, ils étaient souvent confrontés à des trafiquants. Il était donc essentiel de pouvoir se défendre. Parmi ces armes, on trouve de longs fusils mesurant jusqu'à 2 mètres. Leur maniement nécessitait de les placer au sol en position couchée. Ici, des photos rares de l'histoire coloniale de la ville d'Odjéné sont gardées jalousement. Nous conservons également de précieuses archives. La première case où séjourna Félix Houphouët-Boigny avant même qu'il ne devienne président de la République, ainsi qu'une photo de la maison du gouverneur de l'époque, des photos de la toute première mosquée d'Odjéné. Dans ce village, l'histoire ne dort pas dans les livres. Elle se raconte à haute voix, elle s'enseigne avec les mains et surtout, elle se vit. Autre volet de l'actualité. Bonjour Paris, jour J-1. C'est demain que les humoristes seront face à leur public de France. Mais avant, ils ont été reçus par l'ambassadeur et le consul général de Côte d'Ivoire en France. On voit ça avec Paragasso Reconné. Paris, rue Paul Valéry dans le 16e arrondissement. Ambassade annexe de Côte d'Ivoire. À l'intérieur, équipe de production de Bonjour, artistes humoristes et artistes comédiens, mais aussi directeur de la RTI, reçu par l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Maurice Kwaku Bandama. Au centre de la rencontre, l'organisation de la 5e édition de Bonjour Paris, événement humoristique à succès de la RTI placé sous le signe de la solidarité, de la fraternité et du vivre ensemble. Je me réjouis de la présence de l'équipe de Bonjour ici à Paris. Mais c'est un bonheur pour nous, ambassade Côte d'Ivoire, de donner l'occasion aux Ivoiriens de France de communier avec leurs frères et sœurs. Satisfaits et galvanisés par le message de l'ambassadeur, les humoristes assurent. Casino, on va casser ça. Voilà, c'est samedi là. Parle pas trop. Abidjan, bon, vous allez voir les images à la télé après. Ici, là, ils vont vivre ça en direct. Vous venez demain, vous allez voir un show exceptionnel. On est très heureux d'être là. Après l'ambassade, direction le consulat général de Côte d'Ivoire, rue de la Pépinière pour les civilités. Bien accueilli, là aussi, le responsable de la délégation a tenu à traduire la gratitude de toute l'équipe au consul général. Isiaka Konaté n'a pas manqué de féliciter les humoristes, mais surtout la RTI pour cette belle initiative. Bonjour est désormais une institution qui unifie, qui regroupe les Ivoiriens, qui permet aussi aux Ivoiriens de se fréquenter, de se connaître, d'avoir de la proximité avec les comédiens qu'ils aiment, qu'ils suivent à travers la RTI, à travers le monde entier. Les différentes rencontres avec les diplomates ivoiriens terminées, le collectif humoriste RTI et la jeunesse ivoirienne de Paris se sont donné rendez-vous à la 63 rue Henri Villemain, 92 230 pour le traditionnel match de Dala qui s'est joué dans une ambiance assez conviviale. C'est un mot dont on doit suivre, c'est pas le règlement des jeux. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, bien sûr. Voilà, il commence 8, il doit terminer 4. C'est tout. L'équipe des humoristes va gagner par la force du Cameroun qui est là. Parce que c'est parce que le Cameroun est là que ça va bien se passer. Ce qui va se passer, ça s'est passé devant tout le monde. Voilà, c'est moi ici au goal. 99 tirs, 0 but.
Voilà, dans le reste de l'actualité, en bref, il y a une image au classement mondial de la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, RSF, on enregistre un recul généralisé des conditions du travail des journalistes et de l'accès à une information indépendante de qualité pour le public à l'international. La moitié des 180 pays du classement sont dans le rouge, donc en situation difficile, voire très grave. Un niveau critique inédit selon RSF. Les principales entraves à la liberté de la presse, facteurs sécuritaires, politiques et économiques. Excellente soirée à toutes et à tous. C'est la fin de ce point de l'actualité. Dieu nous garde. Bonsoir.